Nous sommes fiers de vous présenter nos partenaires officiels. Chers internautes, chers passionnés de technologie et d'innovation, nous sommes ravis de vous annoncer que les applications Cedro Sage Ltd et Cedro Sage Bitcoin sont les fiers sponsors de nos contenus. Leur engagement nous permet de continuer à vous offrir la qualité et l'information que vous méritez. Cedro Sage Ltd, c'est votre accélérateur de digitalisation. Lancez le processus de transformation numérique de votre entreprise ou de votre AGR et propulsez votre chiffre d'affaires en ouvrant les portes de l'international, le tout sécurisé par des solutions de pointe. Et pour les visionnaires de la nouvelle économie, Cedro Sage Bitcoin est la référence incontournable. Découvrez une technologie qui révolutionnera vos finances et votre entreprise. Accédez à la meilleure application de formation Bitcoin et maîtrisez l'avenir dès aujourd'hui. Pour avoir accès à ces applications révolutionnaires et découvrir tout leur potentiel, les liens sont disponibles en bio et en description de cette publication. N'attendez plus pour transformer votre entreprise et vos connaissances financières. Scannez et téléchargez dès maintenant. Merci à Cedro Sage pour leur soutien précieux. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les idées de Michael Saylor, une personnalité incontournable de l'écosystème Bitcoin. Oui, on va s'appuyer sur une interview qu'il a donnée récemment. C'était pendant la conférence Bitcoin. Exactement. Une conférence qui a fait pas mal de bruit d'ailleurs. On a entendu parler de GameStop, du maire Adams et ses Bitbands. Il y avait une certaine électricité dans l'air, semble-t-il. Apparemment, oui. Une ambiance assez particulière. Notre objectif là, c'est vraiment de décortiquer sa pensée. Où il voit le Bitcoin aujourd'hui, comment il perçoit son adoption qui semble s'accélérer. Et puis la stratégie très spécifique de sa société, MicroStrategy. C'est assez unique ce qu'ils font. Allez, on y va. Justement, cette énergie de la conférence, Saylor, il en parle beaucoup. Il dit avoir été frappé par les soutiens qui émergent. Ah oui, quel genre de soutien? Mais il mentionne la présence d'un vice-président américain, ça. C'était une première apparemment. Mais aussi des États, des villes, des entreprises cotées en bourse. Et même les médias traditionnels qui s'y intéressent de plus près. On sent un changement, non? Oui, clairement. C'est moins confidentiel, disons. Et ça ne se limite pas aux États-Unis. Bah non. Non, il donne l'exemple du Pakistan qui réfléchirait à une réserve stratégique en Bitcoin. Pour lui, ce n'est plus juste quelques acteurs isolés. Il voit ça comme une vague, une adoption qui devient exponentielle. Une vague exponentielle. Et qu'est-ce qui alimente cette conviction chez lui? D'où tire-t-il ses idées, ses inspirations? Alors, c'est intéressant. Il cite pas mal d'historiens économiques et politiques. Des noms comme Rothbard, Hayek, von Mises. Des penseurs plutôt libéraux, critiques des systèmes monétaires classiques. Exactement. Ceux qui ont, disons, décrit les problèmes liés à la monnaie fiduciaire, aux interventions étatiques. Il dit aussi apprendre de l'IA, curieusement. Bah oui. Mais sa référence principale, presque une idole, on dirait, c'est Satoshi Nakamoto. Le créateur du Bitcoin. Pourquoi lui, en particulier? Parce que, selon Saylor, là où les historiens ont posé le diagnostic des problèmes monétaires, Satoshi, lui, aurait apporté la solution concrète. Laquelle? Une monnaie parfaite, selon ses termes, mais surtout l'idée que le Bitcoin permet de lier l'énergie économique directement à l'individu, sans passer par les banques, les États, etc. C'est une vision assez radicale, ça. Presque une promesse de souveraineté individuelle, quoi. Tout à fait. C'est pour ça qu'il voit Bitcoin comme une source d'espoir pour la liberté économique, politique même. Et il utilise cette image très forte du Bitcoin comme un virus. Un triple virus même. Vérité, liberté et monétaire. Qu'est-ce qu'il entend par là? L'idée, c'est que le Bitcoin, en étant adopté, transformerait de l'intérieur celui qui l'adopte, que ce soit une personne, une ville ou un pays. Comment ça, transformerait? Ça les rendrait plus rationnels, plus transparents, plus orientés vers le long terme, parce que la nature même du Bitcoin encouragerait ça. C'est une vision presque philosophique de la technologie. Et ça ne l'inquiète pas que des acteurs, disons, moins bien intentionnés, ou même des adversaires l'adoptent aussi? Ça pourrait pas fragiliser le réseau? Alors, justement, non. C'est là qu'il introduit l'idée d'antifragilité un peu à la Taleb. C'est-à-dire? Il pense que chaque nouvel entrant, même un adversaire, renforce en fait le réseau global. Ça crée des équilibres, des contrepoids. Plus il y a d'acteurs différents, plus le système devient robuste et capable d'absorber les chocs. Intéressant comme raisonnement. Parlons un peu de micro-stratégie maintenant, parce que leur stratégie, elle est spectaculaire. Ce fameux plan 4-2-4-2.
Ah oui, là, on change d'échelle. Lever 42 milliards de dollars en actions et 42 milliards en obligations. Tout ça pour acheter du Bitcoin. C'est juste colossal. C'est colossal. Et c'est le double de leur plan précédent, le 21-21, qu'ils ont apparemment bouclé assez vite. Quel est le but derrière cette manœuvre gigantesque? L'objectif est assez clair, c'est de créer une sorte de pont, une passerelle énorme pour faire venir les capitaux des marchés financiers traditionnels vers l'économie Bitcoin. Ils se voient un peu comme un conduit. Et techniquement, comment ils s'y prennent? Ils ont accumulé énormément de Bitcoin, on parle d'environ 60 milliards de dollars de valeur. Ils utilisent ce stock comme garantie, comme collatéral, D'accord. pour émettre de nouveaux produits financiers. Des obligations, par exemple, ou même des actions spécifiques qu'ils appellent Strike ou Strife, qui offrent des rendements fixes, comme 10% pour Strife. Donc, ils proposent du rendement en dollars adossé à du Bitcoin. Exactement. L'idée, c'est de générer du rendement Bitcoin pour leurs actionnaires. Eux parient sur l'appréciation du cours du Bitcoin et du rendement fiat, en dollars, pour les investisseurs plus classiques du marché obligataire, qui pèsent des milliers de milliards. Et tout ça repose sur une hypothèse forte, que le Bitcoin va continuer à prendre beaucoup de valeur. Il tape sur quoi? 30% par an? C'est l'hypothèse sous-jacente, oui. Une hypothèse assez optimiste sur laquelle toute cette ingénierie financière est bâtie. Ils essayent vraiment de cibler tous les types d'investisseurs, capital risque, capital investissement, obligataire, en leur proposant des instruments qui correspondent à leur mandat habituel. Rester dans leur couloir, comme il dit. C'est une sorte de traduction entre deux mondes financiers? C'est exactement ça, un pont entre la finance tradie et la crypto. Et il y a d'autres entreprises qui commencent à s'inspirer de ça. Donc, Metaplanet, 21 Capital. Saylor voit ça comme de la concurrence, non? Une menace. Alors, pas du tout, selon lui. Sa vision est très NFT, collaborative, orientée écosystème. C'est-à-dire? Il pense que chaque nouvel entrant qui utilise des capitaux frais pour acheter du Bitcoin, ça fait monter la valeur pour tout le monde. Surtout qu'il y a une offre quotidienne de nouveaux Bitcoins qui est limitée, environ 450 par jour. Donc, plus il y a d'acheteurs, mieux c'est pour les détenteurs actuels. Voilà, il utilise une métaphore d'arbre de transmission. Plus il y a de flux de capitaux qui arrivent, plus l'arbre tourne vite et bien pour tous. Il va même jusqu'à prédire que toutes les entreprises finiront par adopter un étalon Bitcoin. Carrément. Mais alors, pourquoi MicroStrategy se concentre exclusivement sur le Bitcoin? Pas d'autres crypto-monnaies dans leur portefeuille? Il donne plusieurs raisons. D'abord, la neutralité, pour pouvoir conseiller l'ensemble de l'écosystème sans avoir de parti pris pour une autre crypto. Ensuite, la simplicité et la transparence pour les investisseurs. Savoir exactement ce qu'on achète, quoi. C'est ça. Et enfin, pour maintenir un profil des crédits clair et homogène, entièrement basé sur le Bitcoin. Sa devise, c'est Bitcoin pour toujours. Et concernant la preuve de réserves, la fameuse Proof of Reserves, cette méthode pour prouver qu'on détient bien les cryptos qu'on prétend avoir, quelle est sa position là-dessus? Il est assez nuancé. D'un côté, il rappelle que les entreprises cotées, comme la sienne, sont déjà soumises à des audits financiers très rigoureux, qui vérifient les actifs et les passifs. Les dettes, les engagements? Exactement. Alors que la preuve de réserve seule, dit-il, montre ce qu'il y a dans un portefeuille à un instant T, mais pas forcément les dettes ou les accords qui y sont liés. Donc ça ne donne pas une image complète de la situation financière. C'est son argument. Il préfère les audits financiers complets. Mais il reconnaît que c'est un sujet où l'écosystème est en train d'apprendre, d'expérimenter différentes stratégies. Certains vont essayer la preuve de réserve et on verra ce que ça donne. D'accord. Pour conclure sur cette interview, quel est le message principal, le point le plus marquant qu'il veut faire passer? Sa conviction très forte que l'essentiel du risque associé au Bitcoin a été éliminé, notamment grâce au développement récent. Le risque réglementaire, le risque d'adoption? Oui, tous ces risques majeurs seraient maintenant largement derrière nous, selon lui. Mais, et c'est là le point clé, il pense que le grand public, le marché en général, n'a pas encore vraiment intégré cette nouvelle donne. Et donc, il y voit une opportunité historique, une chance unique dans une vie, dit-il, d'investir avant que tout le monde ne comprenne. c'est une affirmation assez audacieuse. Très audacieuse, oui. C'est du Saylor pur jus. Fascinant. Donc, pour résumer, un optimisme quasi sans faille sur l'adoption du Bitcoin, Oui, une vision du Bitcoin comme un agent de transformation profonde, presque philosophique, c'est ça, le virus. le rôle de MicroStrategy comme une passerelle financière stratégique entre deux mondes, Exactement. Pour canaliser les capitaux. et une perspective sur l'écosystème qui est finalement très coopérative,
pas concurrentielle. Tout à fait. C'est une vision très cohérente et résolument optimiste, pour ne pas dire bullish. Alors, pour laisser nos auditeurs avec une question en tête, Saylor parle de cette énergie économique qui, grâce au Bitcoin, pourrait être directement liée à l'individu, se détachant des supports traditionnels comme la terre, les devises, les actions d'entreprise. Si ce découplage devenait vraiment massif, si l'énergie économique se liait massivement et directement aux individus, quels pourraient être les effets de bord? Les réorganisations sociales profondes, peut-être totalement imprévues, qu'on n'arrive même pas à imaginer aujourd'hui. Voilà, matière à réflexion.